Dans un monde devenu village planétaire, les particularités, les singularités, les différences ont-elles encore leur place? Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les axes fondamentaux de la société en général, mais de la société congolaise en particulier? Et que peut être l'apport, l'expertise de la RDC dans ce village planétaire à plusieurs cases disséminées dans les 5 continents, des questions existentielles diront certains et qui font l'objet de nos réflexions aujourd'hui dans le cadre de l'interview exclusive qui reçoit pour vous Firmin Yangabi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Toujours bâtonnier? Je ne suis plus bâtonnier. Ça a été de courte durée, vos fonctions en tant que bâtonnier? Effectivement, mon élection a été annulée par le Conseil national de l'ordre et répondant à cette décision, j'ai dû céder la place à un nouveau bâtonnier. Vous n'avez pas voulu aller en appel, faire des recours, ou vous avez trouvé que c'était justifié? Je ne voudrais pas commenter cette actualité sur cette antenne. Merci. Vous êtes ex-prisonnier, 10 ans en prison, et au sortir de la prison, vous avez été... Ex-prisonnier politique. Vous sortez de la prison en tout cas, vous avez bénéficié de l'amnistie ou pas, bon en tout cas vous êtes sorti 10 ans après, vous lancez un mouvement. Dynamique Changer ce Congo. C'est un parti politique? Non, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de la société civile qui prône évidemment, comme il est intitulé, un Congo différent. Un Congo différent, vous pensez qu'on n'est déjà pas différent avec ce qu'on peut vivre au quotidien ici? Donc lorsque nous disons un Congo différent, en fait, c'est une autre façon de dire qu'il faut un Congo de bien-être pour tous, un Congo où la gestion de la chose publique s'effectue de manière plus intelligente et plus efficace, de sorte que ce vaste pays qui est le nôtre et dont nous sommes fiers d'être fils et filles, puisse lui aussi donner une vie décente à ses populations d'une part et d'autre part contribuer à la solution des problèmes de l'humanité en commençant par l'Afrique et les autres continents du monde, parce qu'il faut quand même le dire, la RDC peut apporter beaucoup dans la solution des différentes questions qui se posent à l'humanité tout entière. Là, tout le monde le sait, hein, même ceux qui ne sont pas congolais nous le disent, nous le répètent, mais en pratique, rien ne change. Effectivement, rien ne change et c'est pour ça que nous disons dynamique changer ce Congo. Mais à votre avis, pourquoi ça ne change pas? Qu'est-ce qui serait à la base de C'est tout ça? l'être congolais. Le problème du Congo, c'est l'être congolais. Si nous voulons que le Congo change dans sa situation économique et sociale, dans la situation en ce qui concerne la défense, plutôt en ce qui concerne la défense du territoire national pour assurer la sécurité des personnes et des biens, sur la question de l'éducation, sur la question de la santé, il faut que l'être congolais change. En fait, nous avons ce problème de l'être, nous avons aussi ce problème des structures des sociétés, ainsi que le problème des institutions. Mais à la base, vous le comprendrez bien, c'est l'être congolais qui pose problème. Mais le problème de l'être, ça se pose pour tout le monde. Ce n'est pas l'apanage des Congolais. Il y a ce problème de l'être en Afrique, en Occident, en Orient. C'est pas l'apanage des Congolais. Effectivement, le problème de l'être n'est pas l'apanage des Congolais. Il s'est posé dès la création. L'être a toujours été problématique, mais ce n'est pas une raison pour qu'il ne que sa partie négative et qui est à la base de la dérive de toute une société ne soit pas prise en charge. Le Congolais pose un problème à lui-même et ce problème le dessert. D'où la nécessité de résoudre ce problème. Quels sont ces problèmes-là? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'être congolais qui vous pousse aujourd'hui à dire que c'est à la base de toute la déstructuration de cette société congolaise? Pour être simple, je dirais que le vrai problème du Congolais, c'est qu'il n'est pas sérieux. Les Congolais doivent apprendre à être sérieux. C'est quand même dur. Écoutez, madame, il ne faut pas se voiler la face. Le Congolais n'est pas sérieux. Si les Congolais étaient sérieux, notre société n'irait pas à la dérive. La dérive que nous vivons aujourd'hui est d'abord une question qui relève du manque de sérieux du Congolais.
Et quand je dis Congolais, je parle du citoyen en général. Évidemment, les responsabilités sont partagées et en termes de poids des responsabilités dans cette crise, il faut considérer la proportion du pouvoir que chacun des citoyens détient dans la société. C'est là qu'on est au bas de l'échelle en termes de pouvoir sociétal, sa responsabilité est plus légère, et c'est là qu'on est plus élevé en termes d'impérium de la société, votre responsabilité est plus grande. C'est aussi simple que ça. Le problème, donc, c'est l'être congolais n'est pas sérieux. Oui, c'est le concept qui me paraît le plus adapté pour résumer en fait l'absence de rigueur du Congolais, l'absence de discipline du Congolais, et la mémoire trop courte, pour ne pas dire atrophiée du Congolais. En fait, Là, et la versatilité de Congolais, aujourd'hui, il peut dire oui, demain, non. Vous pensez que c'est ça? Effectivement. Le Congolais manque de constance, manque de repères ou manque de vision? J'ai dit que le terme que j'ai préféré utiliser, c'est que le Congolais n'est pas sérieux. Alors après, s'il faut un peu plus étoffer la pensée, il y a déjà ce problème de vision. Quelle est la vision du Congolais pour lui-même, pour sa société et pour son État? Cette vision, autour de quoi s'articule-t-elle? Avons-nous un modèle de société que nous voulons bâtir? Quelle est la doctrine du pouvoir de l'État dans notre pays? Quel doit être le rôle du citoyen? Et qui doit répondre à toutes ces questions? Mais chaque citoyen à son niveau. Parce que c'est une réflexion. On aura plusieurs visions parce qu'on a plusieurs regards. On n'a pas la même vision. Ce On serait aura même plusieurs heureux, vues. effectivement, ce serait même heureux qu'on ait plusieurs visions. Parce qu'il faut effectivement que chaque Congolais apprenne par un processus cognitif autonome à se faire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ses propres catégories de raisonnement, à s'élaborer ses propres convictions. Et c'est seulement après s'être doté d'un bagage cognitif personnel que le Congolais devrait maintenant se mettre en synergie et en discours, en discussion avec son compatriote pour que de ce discours de société, de cette polémique au sens propre, de cette discussion d'idées, il soit élaboré un paradigme qui soit constitué d'un certain nombre de valeurs communes partagées autour desquelles on pourrait alors décider de ce que la vision commune, de ce que le modèle commun, de ce que la doctrine commune, même si il y aura toujours des nuances, il y aura toujours des différences, mais il faut qu'il y ait un fond commun qui soit partagé. Sinon, il n'y aura pas de communauté possible à bâtir. Comment on arrive à trouver ça? Si on voit, on est 80 millions de Congolais, on va être pragmatique. Plus de 80 millions d'ailleurs, on ne sait pas si on est vraiment plus de 80 millions encore, mais les Congolais se comptent par millions en tout cas. On arrive comment à créer cette vision commune au milieu des différentes visions des différents Congolais? En fait, c'est un processus. Et c'est un processus auquel plusieurs sociétés avant nous se sont livrées. Hein. Il n'y a rien à créer de nouveau. Il faut simplement rester dans notre société. Nous avons des vecteurs de société. L'école, les églises, les organisations professionnelles, qui peuvent servir pour véhiculer justement ces débats. Les familles, déjà, unité de base de notre société. Donc, la question, c'est que chacun, à son niveau, joue sa partition de manière à remplir son contrat. Sous l'impulsion d'une personne? Donc, je ne suis pas dans cette catégorie mentale des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait une autorité morale pour guider la pensée d'autres individus. Non. Mais sinon, ça risque d'aller dans tout le sens. Non, vous êtes dans votre famille, vous avez votre vision, vous êtes dans votre église, vous avez votre vision, et après on se retrouve avec plusieurs visions qui ne peuvent peut-être pas se rencontrer. Ça n'ira pas dans tous les sens. Justement, ce qu'il faut encourager, c'est même la pluralité des visions au départ. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, dans ce discours de société, dans ce débat de société, dans cette discussion de société, il y aura des éléments d'une vision ou d'une autre qui tomberont, et des éléments d'autres éléments de la même vision ou d'une autre vision qui prendront les dessus, de manière à ce que
en épurant en fait nos différentes visions, en écartant les questions problématiques, en écartant les idées qui ne font pas consensus, nous puissions effectivement parvenir à un fond commun. Et mais je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un dictat, il s'agit d'un processus de société. Par exemple, si notre société n'admet pas aujourd'hui des mariages entre personnes de même sexe, que vous approuvez. Et nous n'approuvons pas. Ah. Effectivement. C'est parce qu'il s'agit là d'une valeur qui constitue un fond commun. Il ne faut pas donner l'impression que si chaque famille réfléchissait à son niveau, si chaque église véhiculait un certain nombre donc portait un certain nombre de discussions sur des sujets de société ou un parti politique, on aboutirait nécessairement à des divergences incompatibles ou à des divergences qui ne peuvent pas être résolues. Non. Le débat de société, il ne faut pas le craindre. Au contraire, il faut l'encourager. Plus une société débat, plus elle ouvre ses chances de s'élaborer une pensée étoffée, et plus on a la possibilité ou les chances, la probabilité d'aboutir à un fond commun des valeurs communes. J'insiste, un fond commun des valeurs communes partagées autour desquelles nous pouvons bâtir notre paradigme. Comment arriver à ce fond commun, de valeurs communes autour des débats, alors que tout débat renvoie systématiquement à la politique? Cette politisation, on peut dire à outrance, de la société et du débat en République démocratique du Congo, on en fait quoi? Il faut dire que je pourrais ici répéter la phrase d'un auteur africain qui disait il y a bien longtemps: les malheurs de l'Afrique, c'est qu'il y a trop de politique. Et nous-mêmes, nous avons fait une expérience personnelle négative de cette politisation des débats. Je pense qu'il faut un peu plus de lucidité aux Congolais, plus de rigueur intellectuelle, plus d'indépendance d'esprit. En fait, la première liberté dont le Congolais a besoin, c'est la liberté d'esprit. Et moi, j'ai toujours prôné cette liberté d'esprit. Et le pouvoir humain que nous avons peut dominer le politique. Parce qu'en fait, le politique se nourrit justement du manque du sérieux du Congolais. Parce que si le Congolais était suffisamment rigoureux, suffisamment discipliné, et qu'il n'avalait pas n'importe quelle couleur, et qu'il s'était constitué sa propre capacité de réflexion pour se faire ses propres convictions, le politique ne pourrait pas venir vers nous avec un discours décousu. Il devrait se mettre à niveau. À ce moment-là, le politique quittera les bas étages, quittera justement cette idolâtrie qui ne s'explique pas, cet obscurantisme dans lequel plonge méthodiquement notre société de manière délibérée, pour aller vers des citoyens. Parce que j'ai dit toujours, un peuple de fous, donc des rois fous pour un peuple de fous. Voyez-vous, si le peuple est un peuple de fous, les rois seront des rois fous. Mais si un peuple est un peuple de caractère, les rois seront obligés d'être aussi des rois de caractère. On construit ce caractère-là, vous avez dit, par l'éducation. Absolument. Par l'école, qui n'est pas accessible à tous. Et du coup, il y a toujours la politique qui doit influer, parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir dire sa vision un peu par rapport à la politique éducative du pays. Donc, on se retrouve dans ça. Tout doit tourner autour d'un individu qui doit impulser ou de montrer. Bon, j'ai toujours dit aussi ceci, que le pouvoir politique est l'instrument de solution des problèmes de la population. En fait, le pouvoir politique est l'institution mécanisme attitré qui puisse effectivement aider une société organisée sous forme étatique à résoudre ces problèmes ou à aller rencontrer les différents problèmes qui se posent à elle. On n'échappera pas à la politique. Pour autant qu'on ait un État, il est impossible d'échapper à la politique. Mais la question, c'est souvent la confusion qui est entretenue entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'État. Nos politiciens accèdent au pouvoir et essaient d'exercer le pouvoir politique. Ils n'envisagent pas d'exercer le pouvoir de l'État, justement parce qu'il y a ce problème de vision. Ils visent, en fait, qu'est-ce qu'ils visent dans la politique? Ils visent l'enrichissement personnel, ils visent la gloire des individus, et ils visent les cultes de personnalité. Et ça, c'est
le leitmotiv des politiques congolais pour accéder non pas au pouvoir de l'État, mais au pouvoir politique qui offre les facilités de décaisser les fonds du trésor public, d'obtenir des pots de vin en termes de commission, de rétrocommission. Mais si nous nous mettons dans la vision de l'État, on n'accédera pas au pouvoir politique. Mais qu'est-ce qui nous manque? Là, vous aviez dit le Congolais tout au début de cette émission, le Congolais, c'est l'être congolais qui pose un problème, cet être congolais n'est pas sérieux. En fait, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait que cet être congolais soit moins sérieux que l'être sénégalais, par exemple? Moi, je dis pas non plus que l'être sénégalais serait plus sérieux, forcément. Bon, c'est juste un exemple, ou l'être français ou l'être américain. Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Mais ce que je constate quand même au quotidien, c'est quoi? On tue à l'Est, on continue à tuer à l'Est, et les gens se battent à l'Ouest pour la gloire des individus. Vous faites allusion à quoi? Non, mais c'est évident qu'à Kinshasa, on continue à danser. Non, mais à Kinshasa, il y a eu des marches quand même, il y a des soutiens dans les réseaux sociaux. Non, je parle au niveau de l'État, au niveau des institutions politiques. Parce que je disais que les responsabilités étaient partagées. On décrète l'état de siège à l'Est, mais l'attitude des institutions reste pratiquement la même que celle avant l'état de siège. Ça devrait être combien? Comment, d'après vous? Madame, un état de siège est un état de siège. C'est dans une partie de la République. Effectivement, donc les autres parties doivent vivre. Non, je parle déjà des populations de l'Est, celles qui vivent cette tragédie au quotidien. Et je profite de l'occasion pour te dire qu'avant-hier encore, on a tué en Ituri. Hier encore, on a tué en Ituri. Et c'est pareil dans le Nord Kivu. Mais comment voulez-vous être une société sérieuse si une aussi importante partie de la République est en état de siège, mais que dans la capitale, les institutions discutent des priorités autres que la sécurité des personnes et des biens? Mais parce qu'il y a d'autres parties du pays qui ont d'autres problèmes. Nous ne disons pas que les institutions de la République devraient arrêter tout et ne s'occuper que de l'Est. Mais nous disons que dans une gouvernance intelligente, il y a des priorités. Le droit à la vie, ce n'est pas que de mon avis, mais de l'avis de la Constitution de la République même, est le premier droit fondamental. Il n'y aura pas de Congo sans Congolais. Donc, et la Constitution de la République dit que la vie est sacrée. Mais je ne stigmatise pas les institutions. Je mets simplement en lumière ce problème du sérieux dans l'attitude du Congolais en général, de nos structures de société et de nos institutions. Donc la solution ne viendra pas d'un individu. La solution viendra d'un mouvement de société. C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun à son niveau prenne conscience du calvaire que nous sommes en train de traverser et se décide d'aller vers le sérieux. Se décider d'aller vers le sérieux. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'école, de l'Église comme étant des structures qui peuvent participer à former cette société congolaise sérieuse avec des êtres sérieux. On est en train d'essayer, on en a un exemple avec la CENI. On dit c'est l'Église qui va, par exemple, piloter la CENI, mais on se rend compte que, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Effectivement, parce que le mal est tellement profond qu'il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, on sortira de l'auberge. Et c'est pour ça qu'en même temps, la réflexion des sociétés doit elle aussi s'ouvrir pour explorer différentes pistes. Le Congo n'est pas condamné à une pensée unique. Et si justement nous disons dynamique changer ce Congo, c'est parce que nous pensons que il peut y avoir un chiasme d'action et d'interaction qui finit par dégager une dynamique qui permet justement une rupture. Parce que le vrai problème, c'est que, je disais tout à l'heure, que les Congolais se décident d'aller vers les sérieux,
sur le plan individuel, mais sur le plan sociétal, il faut une rupture des paradigmes. Parce que le paradigme actuel est un paradigme politicien. Je ne vais pas me répéter. Et ce paradigme politicien n'est pas un paradigme d'État. On n'accède pas au pouvoir de l'État, on accède au pouvoir politique. Le pouvoir politique, pour entretenir son clan, entretenir son entourage, entretenir ses clients. Alors que le pouvoir de l'État, lui, entretient les éléments sociologiques de l'État, c'est-à-dire le territoire de l'État, en assurer la sécurité, la population, en assurer le droit à la vie et au bien-être, ainsi que, effectivement, notre souveraineté, faire de sorte que des bottes ne viennent pas du Rwanda, de l'Ouganda et des je ne sais d'où pour violer l'intégrité du territoire national et notre souveraineté. Donc, il y a en fait ce problème de vision. Il faut qu'on définisse quelle est la vision que nous avons de ce pays. Qu'est-ce que nous voulons en faire, en fait? Quel est le modèle de société que nous voulons créer? J'ai appris que le gouvernement de la République travaille un programme de modernisation de nos territoires. Bon, je concède ce terme modernisation. Mais est-ce que nous vivons dans le même pays ou pas? Les profilations de Bafouassende aujourd'hui, ou de Djougou, ou d'Irumu, je ne sais pas si elles ont vraiment besoin de gratte-ciel dans leur village, ou des routes forcément éclairées toute la nuit. Encore que même dans la capitale, nous n'arrivons pas à assumer cette modernité. Moi, je pense qu'il y a un problème de vision, un problème de modèle, et le facteur clé, c'est notre conscience et notre intelligence. Notre conscience, bon, voilà, on se dit, est-ce que le Congolais, la faute du Congolais, c'est de n'avoir pas de repères ou des références? Parce qu'on se dit, mais comment ça peut marcher ailleurs, des gens qui sont noirs comme nous, par exemple, africains comme nous, mais qui arrivent quand même à avoir ce sérieux dans le travail, si on vous suit, et que nous, on n'y arrive pas. Si tu as quoi? Comment on fait? On a un problème, c'est-à-dire c'est le sol congolais qui pose problème, c'est le manque de repères, comment on fait en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Nous récoltons ce que nous avons semé. Regardez, dès 1960, bon, si je me permets comme ça me vient juste à l'esprit. La traite négrière, c'est des razzias arabes qui font otage ou marchandises des nègres et les vendent aux Amériques. Mais ces razzias arabes opèrent avec la bénédiction et la complicité des chefs coutumiers du bassin du Congo. La colonisation belge s'assied quand même quelque part aussi sur un certain assentiment d'une partie des Congolais, qui avaient même fini par regretter l'indépendance. Donc depuis la nuit de temps, il y a toujours une complicité interne. Et voilà. Aujourd'hui, on ne dit pas suffisamment de vérité sur Kasavubu et Lumumba. Parce que Kasavubu, vous savez bien qu'il était dans un régime parlementaire, qu'il n'avait pas été élu au suffrage universel direct. Et que Lumumba n'avait pas été Premier ministre parce qu'il est nommé par Kasavubu, mais parce qu'il est élu par le Parlement et simplement avalisé par Kasavubu. Mais lorsqu'on parle de Kasavubu aujourd'hui, on ne veut pas dire que la première crise constitutionnelle de ce pays a été son œuvre. Pareil, lorsqu'on examine un peu le parcours de Lumumba. Mais on ne dit pas beaucoup d'où Lumumba venait. On veut juste nous dire, évidemment, c'est notre héros national parce qu'il a perdu sa vie pour ce pays-là. Mais cela ne suffit pas pour qu'on ne critique pas assez les précédents de ces pays. Et c'est ça que je dis. Nous sommes dans une situation où les Congolais aiment bien la facilité de la réflexion. Et ceux qui sont capables d'aller dans un processus cognitif sérieux font de la rétention d'intelligence. Tout simplement parce qu'on veut soit plaire, soit se faire client. Mais une société qui ne discute pas à fond de ces problèmes, sans tabou, est une société qui aura des difficultés sérieuses à évoluer. Donc il faut qu'à un certain moment que le Congolais puisse faire face à son histoire et la vraie histoire.
avec ces zones... Ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre, ces parties peu glorieuses, ces parties. Absolument. Parce que j'entends ça et là des voix qui s'élèvent contre le putsch du week-end dernier en Guinée-Conakry. Oui, moi, ça me fait rire. Je me dis, mais moi, je ne comprends pas trop bien. Parce que vous avez bien vu que ce monsieur a piétiné la Constitution, il s'est créé sa propre cour constitutionnelle, il s'est créé sa propre commission électorale, il s'est proclamé ses propres résultats, alors que la population, il a fait sourd d'oreille absolue aux appels de la population, mais que des militaires les déposent. En quoi perd la Guinée? Que perdent les populations guinéennes? Donc vous êtes partisan des coups d'État? Madame, il ne s'agit pas d'être partisan. C'est encore une fois l'illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne devons pas avoir peur de la réflexion. Parce que à quoi servent les institutions politiques? À quoi servent les institutions politiques? Elles servent à gérer l'État. Mais lorsque les institutions politiques deviennent contre-productives, quel est l'intérêt pour l'État, pour la nation, pour la communauté nationale, pour les pays, pour les citoyens, à garder ces institutions? Mais à chaque fois, il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui se lèvent en se disant oui, les institutions sont contre-productives, alors coup d'État, sinon c'est tout le monde qui va se lever un bon matin et faire ça. Ma réflexion est simple. Je ne fais pas l'apologie du coup d'État. Je ne la justifie même pas. Mais je pose cette problématique. Lorsque des institutions de la République sont inaptes à résoudre les problèmes de la population, à quoi servent-elles? Il ne faut pas s'empêcher de réfléchir. Après, qu'il y ait accession au pouvoir par un putsch ou par fraude électorale, du point de vue, parce que vous voulez faire de la morale en fait, du point de vue moral, quelle est la différence? Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Donc, il faut que le Congolais libère son mental. Le Congolais ne doit pas se faire peur. La réflexion et le passage obligé pour que ce pays sorte de là où il est. Mais les Congolais doivent avoir aussi peur des sacro-saints, justement, pour constituer cette société de référence. Je donne un exemple. Nous, en RDC, on a organisé des élections en 2018. Du coup, on devient quand même des modèles. Joseph Kabila est devenu un modèle parce qu'il n'a pas voulu avoir un troisième mandat, diront certains. Donc, il ne faut pas de gros titres à des personnes qui ne les méritent pas. Un modèle, c'est trop valeureux. On est toujours dans le cadre de la réflexion. Vous ne pouvez pas dénier à ces personnes qui pensent aujourd'hui que Joseph Kabila... On peut parler d'un précédent, mais pas de modèle. Joseph Kabila ne peut pas être un modèle. Donc, un précédent, aujourd'hui, on peut être cité en exemple grâce à ces élections que nous avons eues en 2018. Oui, effectivement, ça a été un processus, parce qu'on est sur l'échappe des élections. Moi, je dirais ceci, que en répétant de manière régulière les processus électoraux, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces élections se tiennent, nous avançons, nous marquons un pas dans le bon sens. Parce que les élections, en fait, on les organise, mais on ne sait jamais trop quels sont les résultats. Et même lorsque vous fabriquez vos résultats, il n'est jamais sûr que vous parveniez à imposer ces résultats au souverain primaire. Donc pour moi, cet instant électoral fait partie justement de ces rendez-vous sacro-saints qu'il ne faut pas manquer. Quelle que soit la composition de la CENI à venir, quelle que soit la substance de la loi électorale à venir, il nous faut ces élections en décembre 2023. Il ne doit y avoir aucun prétexte. Il nous faut ces élections. Parce que ce jeu électoral en lui-même porte aussi un potentiel de contribution au changement positif. Potentiel au changement positif. Donc, on peut dire que le fait qu'on organise régulièrement les élections peuvent constituer l'une des particularités que la RDC peut apporter en Afrique et dans ce village planétaire qu'on a. Effectivement, c'est très important d'insister sur le processus électoral. Et c'est d'ailleurs la seule façon d'éviter que soit des individus indignes se maintiennent au pouvoir alors qu'ils ne produisent rien pour le peuple, soit des militaires trouvent des prétextes pour prendre le pouvoir de l'État.
Et à mon humble avis, les élections constituent évidemment pas une fin en soi, mais je viens de le dire, des élections sont un moment déterminant pour tout un peuple. Et nous avons aujourd'hui l'avantage que les personnages qui avaient des bras de fer sur le Congo en termes de capacité d'oppression ont été tournés par l'histoire. Parce qu'il n'y a qu'un seul maître du temps et des circonstances. Vous avez du mal à citer les noms des personnes qui sont à la base, mais bon, c'est bien. Je ne voudrais pas. Parce que ce pays, il est appelé à être grand. Parce qu'il est grand. Ce qui lui manque, ce qui manque à sa grandeur, c'est cet être. Et cet être, ensemble, nous devons le former. Mais nous devons le former autour des valeurs communes partagées. Alors, je vais vous poser rapidement les questions que je me suis posées au début de cette émission. Quelles sont les particularités, les singularités, les différences de la RDC qui peuvent être imposées, pas imposées, mais qui peuvent être apportées comme un plus dans ce village planétaire? Bon, il faut quand même avouer que, à côté du manque du sérieux du Congolais, que moi j'ai vraiment stigmatisé, il y a ce côté fortement humain. Les Congolais, et c'est absurde justement. Paradoxal même. C'est absurde et paradoxal. Parce que les Congolais, autant, pour moi, il n'est pas du tout sérieux, ou il peut ne pas être du tout sérieux sur des questions essentielles, voire existentielles, autant le Congolais est un être qui est d'un humanisme, ou non, je n'utiliserai pas le terme, qui est d'une humanité sans pareil. Nous sommes un des peuples les plus hospitaliers de cette planète. Nous sommes un des peuples les plus ouverts. Et à côté, on devient naïf. Mais justement, c'est un peu tout ça. Donc, on est à la fois ouvert et cette ouverture frise la naïveté. Non, effectivement. Et d'où la nécessité de ce travail de ce travail de dynamique pour que nous puissions nous faire une rigueur de peuple de caractère qui reste d'une grande humanité pour la sous-région d'Afrique centrale, pour la région d'Afrique, pour l'humanité entière, encore que, par exemple, des dernières études menées à Gambie en matière de biodiversité, on finit par dire que ce n'est pas les bassins de l'Amazonie qui est la première réserve mondiale de biodiversité, c'est plutôt les bassins du Congo. Donc, on a ce côté humain que nous pouvons apporter à l'humanité, en plus de cette biodiversité que l'Éternel nous a, dont l'Éternel nous a vraiment, comment je veux dire, fait cadeau. Mais tout cela ne marche que si nous sommes dans un État de droit, avec des institutions politiques qui exercent le pouvoir de l'État et non le pouvoir politique. Autre question, quels sont les axes fondamentaux qui peuvent constituer aujourd'hui le socle de la société congolaise? Moi, je pense qu'il y a d'abord l'éducation. Et quand je dis éducation, je ne peux m'empêcher de citer cet exercice où dans un questionnaire d'examen d'État, on pose des questions sur des individus privés, avec leurs partis politiques privés. Vous savez, il faut... Vous avez été aussi choqué par cela, ça fait partie de la culture générale. On a une culture générale à faire prévaloir. On ne parle pas d'une culture occidentale, pas une culture. On a une culture générale à faire prévaloir, au lieu de nous citer des individus qui ne peuvent pas servir à quoi que ce soit à notre jeunesse. Ces individus, ils ne peuvent pas servir. Ils ne peuvent pas. Madame, si nous voulons que cette société s'en sorte, il faut de la rigueur. Et pour moi, le principal axe, pour ne pas dire fondamental, c'est l'éducation. Et cette éducation, j'insiste, doit être une éducation intégrée, une éducation profonde, une éducation ouverte, une éducation qui forme l'être à la pensée, à la réflexion, de sorte que chaque Congolais
ait ses propres catégories de raisonnement, soit capable de s'élaborer son propre processus cognitif, au lieu de rester attentiste des pensées de quelconque autorité morale supposée qui s'imposerait. Aucun humain ne peut avoir un autre humain comme autorité morale. Donc pour moi, l'axe fondamental, c'est l'éducation. Alors l'éducation intégrée. L'éducation Voilà. intégrée. Peut-être l'avant-dernière question, si ce n'est pas la dernière. En quoi le Congolais est expert? Quelle est l'expertise que le Congolais peut exporter? Parce qu'on parle plus d'importation, on importe tout. Tout, 90% de ce que le Congolais consomme est importé. On exporte peut-être les minéraux, diront certains, mais quelle est cette expertise que l'être congolais, quoique moins sérieux, peut arriver, ou pas sérieux du tout, peut arriver à exporter et à participer au développement de ce village planétaire? Moi, je pense qu'il y a une valeur que nous minimisons de plus en plus dans ces pays. Et lorsqu'on la cite, il y a d'élever des boucliers des différents états-majors. C'est l'intelligence. S'il y a vraiment une valeur humaine, donc s'il y a quelque chose de l'être, d'ontologique, que le Congolais peut exporter, c'est l'intelligence. Madame, dans ce Vous pays, pensez qu'on est intelligent? Madame, dans ce pays, On se il y fait a des insulter femmes. tous les jours, on Non. se fait comparer avec... Non, mais voilà, je parlais tout à l'heure de lever des boucliers, vous avez levé votre bouclier. Mais oui! Or, Le la Congolais... ressource sûre que le Congolais peut exporter, et je parle en connaissance de cause. Au début de l'émission, je vous disais que j'étais avocat à la Cour pénale internationale. Je suis membre d'honneur du barreau francophone de Bruxelles. Si le Congolais peut exporter en termes de contribution ontologique pour l'humanité, c'est d'abord son intelligence. Parce que ce pays a des femmes et des hommes éminemment intelligents. Malheureusement, cette denrée que le Congo pouvait exporter ne peut pas l'être aujourd'hui avec autant d'aisance parce que notre propre société prend en aversion l'intelligence. Notre propre société combat l'intelligence. C'est-à-dire, plus on est meilleur, plus on est bon, plus on est exclu, en fait. Le paradigme du non-sérieux voudrait que l'intelligence, qui est une des facettes du sérieux, soit mise à l'écart. Et c'est regrettable pour ces pays. C'est pourquoi nous disons, changez ces Congos. Merci Firmin Yangambi. Merci madame. Merci à vous. Vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette interview exclusive. Je dis exclusive parce que c'est également les genres des personnalités, des personnes qui n'accordent que très peu, voire pas du tout d'interview. Donc c'était un honneur, un privilège encore de vous recevoir pour la deuxième fois. C'est moi qui vous remercie. Merci alors, continuez à nous écrire, continuez à vous abonner sur nos différentes plateformes. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de votre interview exclusive. À très bientôt.